Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter les livres que je voudrais absolument lire en 2021. Alors j'ai quand même beaucoup de livres dans ma pile à lire, mais j'ai sélectionné ceux que je voudrais vraiment sortir parce qu'il y en a certains que j'ai quand même depuis pas mal d'années et j'ose pas, et cette fois j'aimerais vraiment pouvoir les sortir. Cette année je vais essayer au maximum d'éviter mes achats de livres. Parce que voilà, ma pile à lire est vraiment en conséquence. Comme je vous l'avais dit dans d'autres vidéos, j'ai plus beaucoup de place, et comme ça voilà, s'il y a des livres que je peux enlever de ma pile à lire et revendre ou donner etc parce qu'ils ne me plaisent pas, ça me fera toujours de la place, et parce que vraiment avec ce que j'ai en stock, je peux tenir largement l'année sans acheter de livres. Et donc ce qui va me permettre, plutôt que de privilégier, souvent vous savez des fois vous achetez des livres et vu qu'ils sont nouveaux, vu que vous donnent très envie, vous les lisez, puis certains que vous avez achetés à 3 ans en voulant absolument les lire, en fait ils restent de côté. Et donc je me dis que si je n'achète plus vraiment de livres, ceux-là pourront sortir plus facilement. Donc je vous retrouve avec un rooibos aux épices de Noël. Donc voilà, c'est plus Noël, on n'est plus devant les décos, mais on peut garder un petit peu l'ambiance, c'est pas très grave. Donc un petit rooibos pour l'hiver, c'est parfait. Alors je les ai classés un peu par thématique, vous allez voir il y a des thématiques qui reviennent parce que vraiment c'est des... En fait c'est à dire que là sur la fin d'année 2019 j'ai enchaîné les challenges où j'ai voulu vraiment rester dans la thématique, ce qui fait qu'il y a certains thèmes qui ne se retrouvent plus dans mes lectures, comme pas mal de lectures étrangères etc, parce que par exemple voilà, Cold Winter Challenge avec des lectures d'hiver, il y avait forcément certains pays qui ne rentraient plus dans cette sélection, mais c'est parce que moi j'ai voulu faire en fait des sélections vraiment autour d'un thème. Et là c'est vrai que j'ai un peu hâte effectivement de pas me relancer dans un autre challenge avec un thème précis pour pouvoir diversifier un peu mes lectures, même si personne m'obligeait à rien là-dessus, et que je lis ce que je veux. Donc je vais commencer avec l'Orient, puisqu'en fait j'ai un livre sur l'Iran et j'ai 4 livres sur l'Afghanistan. Donc, et ensuite je vais vous présenter les autres thèmes. Alors pourquoi ces livres en particulier? Au niveau de l'Afghanistan, j'avais lu un jour un livre qu'une amie m'a prêté qui est 1000 soleils splendides, qui était un coup de cœur, qui était vraiment une claque, une découverte que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et depuis en fait après j'ai continué des lectures autour de l'Afghanistan parce que c'était quelque chose qui m'intéressait énormément, parce que c'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup à l'école, je suis même pas sûre qu'on le voit réellement. Et au niveau des informations, on a des choses assez biaisées, assez filtrées, on a très peu d'informations, des fois ça peut être 5 minutes de journal et on revient sur la France, alors tout dépend aussi où est-ce qu'on s'informe, je suis d'accord, mais c'est pas quelque chose qui est connu, et c'est plutôt à nous en fait d'aller chercher les informations, d'aller chercher un peu la culture autour de ces pays-là, comment ils vivent dans ces pays qui sont en guerre, pour vraiment connaître un peu plus. Donc là je vais commencer par l'Iran. Celui-là je vous l'avais présenté pendant un book haul, donc c'est l'intégrale de Persepolis. Quand je l'ai reçu en book haul je vous avais dit qu'il allait y passer, et en fait je me suis pas lancée parce que en fait j'ai tellement d'attentes, enfin je pense que je vais l'aimer, mais je sais que je vais tellement l'aimer que je me réservais en fait un petit moment juste à le déguster en fait ce livre. Et du coup à chaque fois je repousse un peu ce moment, je me dis je vais trouver le moment idéal où je vais pouvoir me lancer dans cette intégrale. Donc en fait ici vous avez tous les tomes, alors je sais pas combien il y en a, mais vous avez tous les tomes des BD, donc c'est des BD en noir et blanc, et donc vous revenez sur, donc c'est autobiographique, et donc l'autrice revient sur les étapes les plus importantes qui ont marqué sa vie, donc de son enfance à Téhéran avec la révolution islamiste, et ensuite son arrivée dans des pays d'Europe qui étaient bien entendu assez compliqués, avec un gap assez important entre sa vie à Téhéran et comment les gens vivent en Europe. Donc j'ai très hâte, et j'avais vu, comme je vous le disais, l'adaptation cinématographique il me semble au collège, et donc j'ai hâte de découvrir l'intégrale, et j'espère vraiment que cette année je vais pouvoir me trouver un moment pour me plonger dans ce livre là. Je n'ai encore jamais lu, il me semble, de livre sur l'Iran écrit par une Iranienne. Donc voilà, sur l'Iran, sur la culture, sur l'histoire de ce pays dans ces époques-là, et aussi sur l'histoire d'une femme à Téhéran, donc ça m'intéresse énormément. Ensuite on va passer sur les 4 livres sur l'Afghanistan, donc du même auteur que 1000 soleils splendides, il y a bien entendu Les Cerfs-volants de Kaboul. Alors celui-là généralement les gens le préfèrent à 1000 soleils splendides, et en fait j'ai tellement aimé ce livre
que je me dis que si celui-là est encore meilleur, c'est pour ça aussi, ça fait au moins je pense 3 ans ou peut-être 2 ans que je l'ai acheté. Je me suis jamais lancée parce que 1000 soleils splendides est tellement un niveau dans mon appréciation, je me dis comment on peut aller au-delà, et d'un autre côté du coup j'ai peur d'être déçue, mais là ça suffit, ça fait trop longtemps qu'il est dans ma pile à lire alors je sais qu'il m'intéresse énormément, donc j'ai hâte de me lancer dans les Cerfs-volants de Kaboul. Je vous lirai à chaque fois la 4e de couverture parce que alors des fois les 4e de couverture sont pas forcément fidèles, on s'en rend compte après, mais plutôt que lire la 4e et de réinterpréter, je pense que déjà la 4e de couverture, les infos sont pas mal perdues, mais si en plus moi je résume une 4e de couverture, on va avoir 5% de ce que dit réellement le livre, donc comme ça au moins on est un peu plus tranquille. Donc on est dans les années 70 à Kaboul et on va suivre le petit Amir, fils d'un riche commerçant Pachoun, qui partage son enfance avec son serviteur Hassan, jeune chiite condamné par ses origines à exécuter les tâches les plus viles. Liés par une indéfectible passion pour les cerfs-volants, les garçons grandissent heureux dans une cité ouverte et accueillante. Ni la différence de leurs conditions, ni les railleries des camarades n'entament leur amitié, jusqu'au jour où Amir commet la pire des lâchetés. Été 2001, réfugié depuis plusieurs années aux États-Unis, Amir reçoit un appel du Pakistan. Il existe un moyen de te racheter, lui annonce la voix au bout du fil. Mais ce moyen passe par une plongée au cœur de l'Afghanistan, des talibans et de son propre passé. Si jamais pour les livres, que ce soit en Iran ou Afghanistan, il y a des choses que je prononce mal, je suis désolée. Mais voilà, c'est un livre qui m'intéresse beaucoup. Là, on va suivre 2 jeunes garçons puis adultes, alors que dans 1000 soleils splendides, c'est des jeunes filles et jeunes femmes que vous suivez. Donc intéressant aussi de voir sous cet autre aspect Kaboul. Ensuite, là ça va être une autrice cette fois et non pas un auteur. Donc un livre que j'ai depuis pas mal de temps, un livre qui m'a été offert pour mon anniversaire. Donc le premier c'est La perle et la coquille, donc, que j'ai dans cette édition que j'avais achetée d'occasion. Et donc pour ce livre là, alors il y a une annotation de justement l'auteur des Cerfs-volants de Kaboul qui dit « Ce magnifique conte familial reflète à merveille les combats des femmes afghanes d'hier et d'aujourd'hui ». Alors, pour celui-ci, tu pourras faire des tas de choses que tes sœurs ne sont pas autorisées à faire. On changera ta garde-robe, on te donnera un nouveau prénom. Tu pourras aller à l'école sans avoir peur d'être embêtée par les garçons, jouer à des jeux. Qu'est-ce que tu en dis? C'était le paradis, voilà ce que j'en disais. Donc ça c'est une citation qui est à l'intérieur du livre. Donc on est à Kaboul en 2007, les talibans font la loi et comme un malheur n'arrive jamais seul, Rahima n'a pas de frère et son père est malade. Ses sœurs et elle ne peuvent donc en aucun cas quitter la maison, encore moins pour aller à l'école. Leur seul espoir réside dans la tradition des bachapoches, je ne sais pas si la prononciation est bonne, qui les autorise à travestir la fillette jusqu'à ce qu'elle soit en âge de se marier. Avec ses cheveux courts, vêtue comme un garçon, Rahima jouit alors d'une liberté qui va la transformer à jamais, comme son ancêtre Shekiba un siècle plus tôt. Les destinées de ces 2 femmes se font écho et constituent un vibrant témoignage sur la condition féminine en Afghanistan. Donc là on prend 2 thèmes qui m'intéressent particulièrement, de toute manière ce qui m'intéresse aussi par rapport à l'Afghanistan, ou par exemple à l'Iran, c'est vraiment la condition des femmes, mais également ce que vous pouvez voir avec l'aspect historique de ce pays, la guerre en fait qu'il y a dans ce pays. Et donc là du coup on rejoint ces 2 thèmes que j'aime beaucoup, donc j'ai vraiment hâte et je pense qu'il va être aussi très touchant. Et donc de cette même autrice, une amie avait offert Si la lune éclaire nos pas. Et donc pour celui-ci, l'histoire est un peu différente. Je voulais que mes enfants aient une vie d'enfant. Je voulais qu'ils rient, qu'ils jouent, qu'ils apprennent. Je voulais qu'ils fassent les choses que j'aurais dû faire quand j'étais petite. Jusqu'où devons-nous fuir? Kaboul est entre les mains des talibans. Fereba est livrée à elle-même depuis qu'on a assassiné son mari, considéré comme un ennemi du régime. Si elle ne veut pas connaître le même sort que lui, elle n'a d'autre de choix que de fuir. Fereba entreprend alors un voyage périlleux avec ses 3 enfants, dans l'espoir de trouver refuge chez sa sœur à Londres. Sans autre ressource que son courage et sa détermination sans faille, elle espère pouvoir compter sur le soutien de ceux qu'elle rencontrera en chemin. Hélas, les routes de l'exil sont semées d'embûches. Que devra-t-elle sacrifier pour de meilleurs lendemains? Donc là, on n'est pas du tout sur la même chose. Là, on va être sur des personnages qui en fait vont se jouer en fait un peu du régime et déguiser une petite fille pour continuer à vivre dans le pays. Et là on va être avec une femme qui elle va décider de fuir avec ses enfants pour une vie meilleure. Mais c'est un livre qui m'intéresse tout autant. Et donc ensuite le dernier livre c'est Les Hirondelles de Kaboul, donc que je vous ai présenté également dans un book haul, donc dans cette version illustrée que je trouve vraiment très très jolie.
Alors je vais essayer de vous montrer un petit peu des pages. Hop. Des pages de dessin. Alors, je vais pas en trouver beaucoup. On a soit du noir et blanc, soit parfois coloré. Voilà, alors pour celui-là, j'ai pas vraiment de résumé. On a juste derrière, les hommes sont devenus fous, ils ont tourné le dos au jour pour faire face à la nuit. J'avais déjà commencé à le lire un peu et là on est sur une lecture qui est un peu plus compliquée dans la manière dont c'est écrit. Donc on est sur une écriture un peu plus exigeante. Mais j'ai hâte aussi de découvrir puisque comme je vous disais, j'en sais très peu sur ce que ça va nous raconter. Pareil sur les années, enfin l'époque où se passe le récit. Mais voilà, c'est le dernier livre sur Kaboul que j'ai qui m'intéresse aussi et à voir si du coup je n'aurai pas plusieurs aspects sur ces 4 livres. Plusieurs aspects puisqu'en tout cas en lisant les 4e de couverture, je vois bien que les 3 précédents ont chacun des histoires et des personnages différents, donc à voir pour celui-ci. Donc ça c'était sur l'Orient. Et donc ensuite je vais passer à 2 livres qui se passent aux États-Unis avec chacun un thème qui est quand même assez commun même s'il est différent. Donc c'est 2 livres assez connus. Le premier c'est La couleur des sentiments, donc voilà, que vous connaissez sans doute. J'avais découvert le film totalement par hasard. J'avoue que je connaissais pas, alors c'était il y a peut-être 7 ou 8 ans. Il passait à la télé et j'ai été complètement sous le charme de ce livre-là, sur l'histoire qu'il racontait. Et en fait, dans les jours qu'on suivit, je me suis acheté le livre. Et du coup, je me suis jamais lancée alors que je sais que je vais l'aimer. C'est pas du tout le fait qu'il soit épais qui m'impressionne parce que je lis des livres épais, mais c'est le fait que j'ai tellement aimé le livre, le film. Mais voilà, ce qui se passe, généralement quand vous aimez beaucoup le film, bah, le livre est encore mieux. Donc je vais vous lire quand même la 4e de couverture pour les gens qui ne sauraient pas forcément de quoi parle cette histoire. Donc on est chez les Blancs de Jackson, Mississippi, ce sont les Noirs qui font le ménage, la cuisine et qui s'occupent des enfants. On est en 1962, les lois raciales font autorité. En 40 ans de service, Abilene, alors je sais pas si je le prononce bien, a appris à tenir sa langue. L'insolente Minnie, sa meilleure amie, vient tout juste de se faire renvoyer. Si les choses s'enveniment, elle devra chercher du travail dans une autre ville. Peut-être même s'exiler dans un autre état comme Constantine, qu'on n'a plus revu ici depuis que pour des raisons inavouables, les Phelan l'ont congédiée. Mais Skeeter, la fille de Phelan, n'est pas comme les autres. De retour à Jackson au terme de ses études, elle s'acharne à découvrir pourquoi Constantine, qui l'a élevée avec amour pendant 22 ans, est partie sans même lui laisser un mot. La jeune bourgeoise blanche et les 2 bonnes noires, poussées par une sourde envie de changer les choses malgré la peur, vont unir leur destin et en grand secret écrire une histoire bouleversante. Passionnant, drôle et émouvant, La couleur des sentiments a connu un succès considérable dans le monde entier et est adapté au cinéma. En France, le roman a reçu en 2011 le Grand Prix des lectrices de Elle. Vraiment, si vous ne connaissez pas, je vous conseille le livre. Je ne sais pas à quel point il est fidèle par rapport au livre, il y a forcément beaucoup plus de choses dans le livre, mais c'est vraiment un livre que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, j'ai hâte de me replonger dans cette histoire-là. Et donc un autre classique également de la littérature américaine, c'est Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur parce que je ne l'ai jamais lu, jamais étudié non plus à l'école. Et donc c'est un grand classique qui m'intéresse grandement. Encore une fois, pour ceux qui ne connaîtraient pas cette histoire, donc on est dans une petite ville d'Alabama à l'époque de la Grande Dépression. On suit Atticus Finch, élève seul ses 2 enfants, Jem et Scout. Avocat intègre et rigoureux, il est commis d'office pour défendre un noir accusé d'avoir violé une blanche. Ce bref résumé peut expliquer pourquoi ce livre, publié en 1960 au cœur de la lutte pour les droits civiques des Noirs aux États-Unis, a connu un tel succès. Mais comment est-il devenu un livre culte dans le monde entier? C'est que tout en situant son sujet en Alabama dans les années 1930, Harper Lee a créé un roman universel sur l'enfance. Raconté par Scout avec beaucoup de drôlerie, cette histoire tient du conte, de la court story américaine et du roman initiatique. Couronné par le prix Pulitzer en 1961, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur s'est vendu à plus de 30 millions d'exemplaires dans le monde entier. Donc là encore, je suis très intriguée par cette histoire et de découvrir ce grand classique. Alors ensuite, on va passer du coup sur des lectures plus féminines, puisque à chaque fois, ce sont des femmes qui sont au cœur de ces livres-là. Je reprends juste un peu de thé.
Alors, un livre qui me fait très envie et dont j'ai très envie de découvrir l'histoire de cette personne, donc c'est bien entendu Devenir de Michelle Obama, donc qui est un livre quand même plutôt épais. Voilà, j'ai très hâte de découvrir son histoire, j'ai hâte de découvrir tout ce qu'elle raconte. Et voilà, j'espère que c'est une lecture qui me plaira, qui sera très inspirante. Et je vous en dirai plus au moment où je l'aurai lu, puisque je n'ai pas lu la 4e de couverture. Je vais me plonger complètement dedans. Alors, je crois que du coup, il y a le documentaire sur Netflix. Je ne l'ai pas vu non plus. Est-ce que je le regarderai avant pour me donner encore plus envie de lire le livre? Je sais pas. Mais en tout cas, j'ai hâte de le découvrir. Celui-là, c'est un des livres, je pense, le plus récent dans ma pile à lire. Donc, c'est pas comme certains où j'ai vraiment très envie qu'ils sortent. Mais voilà, c'est un livre que j'aimerais lire cette année. Un autre livre que j'aimerais lire qui est très connu lui aussi et dont on entend beaucoup de positifs, c'est L'Art de la joie, donc par cette autrice italienne. Alors là on est effectivement sur un pavé, alors c'est une édition de poche aussi, donc forcément ça vous fait tout de suite un livre très épais. Pour le coup je suis pas sûre qu'il y ait des pochettes à livres qui puissent le contenir. Il fait 800 pages. J'aime beaucoup les éditions Tripod, enfin je vous ai déjà dit, et donc là c'est dans ces éditions là et j'aime beaucoup ce qu'ils font. Alors bien entendu la tranche va forcément se casser parce que je pense que même en faisant très attention c'est pas possible de lire autrement. Et donc L'Art de la joie, ce qu'on nous en dit à la 4e de couverture: comment pouvais-je le savoir si la vie ne me le disait pas? Comment pouvais-je savoir que le bonheur le plus grand était caché dans les années apparemment les plus sombres de mon existence? S'abandonner à la vie sans peur, toujours. Et maintenant encore, entre sifflements de train et portes claquées, la vie m'appelle et je dois y aller. L'Art de la joie est le roman d'une vie, celle de Modesta. Née le 1er janvier 1900 dans une famille miséreuse de Sicile, farouche et insoumise, la jeune femme nous entraîne sur le chemin d'une liberté qui gagne irrésistiblement le lecteur. L'édition définitive de ce texte, devenu un classique de la littérature italienne, a été établie par Angelo Maria Pellegrino, qui fut le dernier compagnon de l'auteur et sauva ce roman culte de l'oubli. Vraiment, tous ceux qui le lisent disent que du bien, ont vraiment adoré, et j'ai encore jamais vu, en tout cas, alors ça doit sans doute exister, mais des personnes qui l'ont abandonné, parce que c'est vrai que quand vous êtes sur un énorme livre comme ça, il y a beaucoup de gens qui peuvent décrocher à certains moments du récit, mais non, la plupart des gens l'ont lu jusqu'au bout, ont vraiment aimé, donc j'espère que ce sera mon cas aussi. Et donc un dernier livre sur les femmes qui m'a été aussi offert pour mon anniversaire, donc c'est Vagabonde, voleuse, vicieuse, adolescente sous contrôle de la libération sexuelle. Et donc c'est un livre qui me donne beaucoup envie puisqu'en fait c'est plein de petits témoignages. Donc vous avez Luce qui est vagabonde, Adèle qui est voleuse, Émilienne qui est vicieuse, 3 mots qui valent rappel à l'ordre, réquisitoire, sanction, ou comment le langage, le système éducatif, la psychiatrie et l'institution judiciaire construisent le féminin en lui opposant des contre-modèles. Dans les années 50 et 60, une adolescente a tôt fait de virer une mauvaise fille. Un flirt, une sortie au bal ou au café, voire une simple fugue de quelques heures peuvent suffire à enclencher l'engrenage judiciaire qui la conduit devant la juge des enfants. Beaucoup seront ensuite placés en internat, hospitalisés ou emprisonnés. Un mécanisme que Véronique Blanchard dévoile à travers l'analyse de centaines de documents exhumés des archives du tribunal pour enfants de la Seine. Les voix des jeunes filles qui en surgissent racontent autant de trajectoires brisées, de rêves réprimés et de révoltes indomptées. Elles nous plongent dans les coulisses de la fabrique du genre et des inégalités. Car si les lois ont évolué, si les regards portés sur le genre ont changé, si les adolescentes d'aujourd'hui ne portent plus les mêmes prénoms, certains mécanismes, eux, perdurent. Ces voix n'ont aujourd'hui rien perdu de leur force subversive. Donc j'aime bien parce que voilà, c'est un travail d'archive, c'est un travail de collecte en fait de tous ces témoignages-là que cette autrice du coup a réunis. Et du coup c'est vraiment quelque chose d'historique, c'est vraiment quelque chose qui a existé, on n'est pas dans la fiction. Et c'est quelque chose qui va sans doute pas m'énerver, mais ça va pas être une lecture simple et calme parce que forcément je pense qu'il y a des choses qui ont de quoi nous mettre hors de nous à l'heure actuelle. Mais voilà, j'ai très hâte, c'est vraiment un très bon choix en tout cas de cadeau, et j'espère pouvoir m'y plonger vraiment prochainement pour découvrir un peu tout ça. C'est pas du tout un sujet ou un thème qu'on entend souvent parler, c'est quelque chose, je pense, j'aurais peu ce livre entre les mains. Je me serais pas forcément dirigée moi toute seule à essayer de trouver de la documentation à ce sujet, donc je serais contente qu'il existe voilà, des livres comme ça qui réunissent un peu tous ces documents d'archives pour nous montrer
la réalité en fait de ces années-là concernant ces adolescentes qui n'étaient pas dans le droit chemin qu'on leur demandait de suivre. Donc là voilà, et en fait le dernier livre c'est parce que c'est un livre que j'ai reçu dans une box et je n'ai encore jamais lu de livre concernant ce pays, ou du moins des époques, des livres qui concernent ce pays dans cette époque là. Donc c'est L'Ultime Humiliation, donc qui est écrit par, alors c'est un ou une auteure grecque, c'est une autrice. Et en fait donc là on est pendant la crise économique de la Grèce, donc c'est vraiment un roman qui est contemporain, parce que voilà, oui bien entendu j'ai lu des livres qui parlaient de la Grèce, mais comme beaucoup d'entre nous c'était à l'école sur la Grèce antique et pas forcément sur la Grèce d'aujourd'hui. Donc là on va suivre Nymphe et Tirésia qui partagent une chambre dans une maison pour retraités à Athènes. Depuis quelques années elles ne suivent plus l'actualité qu'à travers le prisme de l'écran de leur télévision. Lorsqu'elles apprennent que leur foyer risque d'être fermé pour raisons économiques, elles décident de s'échapper, grimées comme pour participer à un carnaval. Renouant avec la liberté, elles se trouvent plongées au cœur des manifestations de la place Syntagma, où nombre de manifestants convergeant en 2012. Dans une Athènes en prise aux tensions les plus fortes, elles croisent aussi bien Takis, jeune sympathisant d'Aube Dorée, que l'anarchiste Oreste, deux symboles de la violence secouant la ville qui interrogent l'histoire de la Grèce et de l'Europe. Concevant un des premiers romans sur la crise grecque, Réa Galanaki offre un texte bouleversant, aussi politique qu'humaniste. Donc voilà, j'ai encore jamais lu de livre qui parlait de ce sujet-là. Enfin voilà, tout est nouveau là-dedans, donc j'ai hâte de le découvrir. C'est voilà, c'est le genre de livre sur la littérature étrangère qui m'intéresse énormément, donc j'espère qu'il va me plaire. Donc voilà en fait, on va dire les livres que j'ai vraiment envie de sortir de ma pile à lire cette année. Alors il y en aura plein d'autres, je l'espère en tout cas, qui vont sortir et vous les verrez dans l'update lecture. Mais voilà, c'est vraiment, on va dire, les livres de la littérature étrangère qui parlent d'une autre culture ou d'une autre époque qui m'intéressent énormément. C'est comme je vous l'avais dit pour mes meilleures lectures de 2020. C'est vraiment des lectures qui m'intéressent beaucoup et cela, ça me ferait énormément plaisir de les sortir et de pouvoir vous les présenter également. De toute manière, après le Cold Winter Challenge, je vais pas me lancer dans d'autres challenges, je pense, pendant plusieurs mois. Donc du coup, ça va me permettre vraiment de pouvoir diversifier mes lectures avec différents genres comme j'aime bien faire. Et j'espère qu'ils vous plairont également. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura donné des idées, j'espère que vous avez aussi hâte de voir mes avis sur ces livres-là. Peut-être que certains, vous les avez déjà lus, peut-être que vous n'en connaissez pas d'autres. Mais en tout cas, moi, ça m'a fait très plaisir de concocter cette petite liste pour avoir ma pile à lire top priorité pour cette année 2020. N'hésitez pas à me dire si vous en avez lu et certains que vous n'avez pas aimé, ou alors que c'est des coups de cœur, comme ça je saurai un peu vers lesquels me diriger. Et en attendant, moi je vous retrouve dans d'autres vidéos. Salut!